Chapitre 23 Musique moderne et jazz. Il sera bon en outre de porter ici l'attention sur un domaine particulier qui reflète de façon caractéristique certains processus typiques de l'époque et dont l'examen nous conduira tout naturellement à étudier certains phénomènes généraux de la vie contemporaine. Il s'agit de la musique. Qu'à la différence de ce qui se passe dans une civilisation de l'être, la musique dans une civilisation du devenir comme l'est incontestablement la nôtre, ait été destinée à connaître un développement tout particulier, au point que l'on peut presque parler d'un démon occidental de la musique, c'est assez évident. Les processus de dissociation qui forment le fond de tout l'art moderne jouent naturellement dans ce domaine aussi, de même que l'on retrouve dans les phases terminales des formes d'autodestructions analogues à celles de caractère général dont nous avons parlé plus haut. À cet égard, on peut dire, sans trop schématiser, que la musique occidentale la plus moderne se caractérise par le fait qu'elle se dissocie de plus en plus nettement de la ligne précédente, soit mélodramatique, mélodique et héroïco-romantique à grande prétention, cette dernière tendance est typiquement représentée par le wagnérisme, soit tragico-pathétique. Il suffit d'évoquer les contenus qui dominent dans Beethoven. Cette dissociation a suivi deux voies qui ne sont opposées qu'en apparence. La première, c'est l'intellectualisation, en ce sens que, dans la musique moderne en question, l'élément cérébral prédomine avec un intérêt marqué pour l'harmonie, qui conduit souvent à une technicité radicale au détriment de l'immédiateté et du sentiment. À ce point qu'il y a eu, et qu'il y a encore, des constructions rythmico-harmoniques abstraites, conçues selon cette norme, et qui semblent souvent avoir en elles-mêmes leur propre but. La limite semble être atteinte ici par la récente musique dodécaphonique et par le rigorisme sériel. Il convient en second lieu de relever le caractère physique qui marque d'autre part d'importants courants de la musique la plus récente. Ce terme a déjà été employé à propos d'une musique essentiellement symphonique, devenue surtout descriptive, tournée en un certain sens vers la nature, détachée du monde subjectif et pathétique et tendant à prendre ses principaux thèmes d'inspiration dans le monde des choses, des actions et des impulsions élémentaires. Ici, le processus est semblable, dans une certaine mesure, à celui qui, dans le domaine de la peinture, a produit le premier impressionnisme, avec son intolérance pour la peinture intimiste ou l'académisme d'atelier et son penchant pour la peinture à l'air libre, dans la nature. On sait que cette seconde tendance musicale avait déjà commencé avec l'école russe et les impressionnistes français, aboutissant à des compositions du genre de Pacifique 231 d'Honegger et de Fonderie d'acier de Mosolov. Ce second courant a rejoint le premier, celui de la musique hyper-intellectualisée, et cette rencontre de l'intellectuel avec le physique et l'élémentaire contribue à créer dans la musique moderne la situation la plus intéressante. À cet égard, il faut surtout se reporter au Stravinsky de la première période, où l'intellectualisme de pure construction rythmique surélaborée avait débouché sur l'évocation de quelque chose qui relevait moins de la psychologie, du monde passionnel, romantique et expressionniste que du substrat des forces de la nature. On peut voir dans Le Sacre du printemps l'aboutissement de ce stade. Ici, la musique du XIXe siècle bourgeois est presque entièrement dépassée. La musique devient rythme pur, intensité dynamique du son et du timbre. Musique pure, mais où intervient un élément orgiaque. De là, un appel particulier à la danse. La tendance de la musique-danse à remplacer la musique-chant et la musique pathétique fut en effet une autre caractéristique du courant en question. On pourrait jusqu'ici reconnaître dans le domaine de la musique l'action d'un processus parallèle à celui des dissolutions libératrices, processus qui, de notre point de vue, a une valeur positive. On pourrait en effet donner une valeur positive à un changement d'attitude, grâce auquel non seulement la musique mélodramatique d'opéra, la musique italienne du XIXe siècle d'abord, puis l'allemande, mais encore la musique symphonique romantique à haute prétention humaine ne trouve plus d'écho, se révèle déphasée, pesante et fausse.
Le fait est cependant que, du moins pour la musique de concert sérieuse, la période consécutive au point culminant et intense dont nous avons parlé fut marquée par des formes abstraites dominées par une technicité outrancière, formes qui ont souvent la même signification intérieure que celle où nous avons vu un écart ou une diversion existentielle permettant d'échapper à une dangereuse tension. À cet égard, on peut se reporter au Stravinsky de la deuxième époque, où la musique danse est remplacée par une musique formelle, tantôt parodique, tantôt d'inspiration néoclassique, tantôt caractérisée par cette espèce de pure arithmétique sonore et dissociée qui s'était déjà annoncée dans la période précédente, en créant une sorte de spatialisation anachronique, achronique des sons. Et l'on peut aussi se reporter à Schoenberg, qui est passé de la musique atonale libre, souvent liée à un expressionnisme existentialiste exaspéré, la révolte existentielle se traduisant ici en celle de l'atonalité contre l'accord parfait, symbolisant l'idéalisme bourgeois, au dodécaphonisme. Ce passage est en soi très significatif de la crise finale que subit la musique ultramoderne. On sait qu'après l'exaspération chromatique à laquelle la musique était parvenue sur le plan technique, avec le post-wagnérisme jusqu'à Richard Strauss et Scriabine, on avait décidément abandonné avec la musique atonale le système tonal traditionnel, base de toute la musique antérieure, et pour ainsi dire, ramené le son à l'état pur et libre, comme dans une sorte de nihilisme musical actif. Après quoi, les 12 sons de l'échelle chromatique étant utilisés sans plus tenir compte d'aucune distinction hiérarchique, donc avec leur possibilité illimitée de combinaison directe, on avait essayé, avec le système dodécaphonique précisément, de leur donner une nouvelle loi formelle abstraite, en dehors des formules de l'harmonie précédente. Récemment, on est allé encore plus loin, en intégrant des sons que ne peuvent produire les moyens traditionnels, ceux de l'orchestre, et que fournit la technique électronique. Et là aussi, on a cherché une loi abstraite applicable à la musique électronique. Mais on voit déjà, par les positions extrêmes atteintes par le dodécaphonisme et avec les compositions d'Anton von Webern, qu'il n'y a pas d'avenir dans cette direction. Si Adorno a pu affirmer dans sa philosophie de la musique moderne « Notre destin est dans le dodécaphonisme », on a aussi parlé avec raison à ce propos d'une période glaciaire de la musique. On est arrivé à des compositions dont l'extrême raréfaction et l'abstraction formelle se rapprochent de celles des pures entités algébriques de la physique la plus récente, ou, dans un autre domaine, d'un certain surréalisme. Ce sont les forces sonores elles-mêmes, libérées des structures traditionnelles, qui poussent vers une sorte de méandre technique que seule l'algèbre pure de la composition préserve d'une complète dissolution dans l'informe, par exemple dans l'intensité de timbre dépouillée et atomiquement dissociée. En musique, comme dans le monde créé par la technique des machines, la perfection mécanique et l'ampleur des nouveaux moyens ont eu pour contrepartie le vide, la désanimation, la spectralité ou le chaos. Quoi qu'il en soit, il semble inconcevable que le nouveau langage dodécaphonique et post-dodécaphonique puisse en aucun cas servir de moyen d'expression à ce qui formait le contenu de la musique précédente. Il repose sur une dévastation intérieure sous-jacente. C'est tout au plus un expressionnisme existentialiste exaspéré qui affleure de nouveau en se servant en partie de ce langage, comme dans les œuvres d'Alban Berg. Ou bien la limite est franchie, comme dans la musique concrète, qui est une sorte d'organisation des bruits, de montage des sons du monde et de sons de l'orchestre. Un cas typique est celui de John Cage, qui déclare explicitement que sa musique n'en est plus une, et qui, au-delà de la désagrégation des structures traditionnelles opérées par la nouvelle musique sérielle, laissant loin derrière lui Webern lui-même et son école, mêle la musique à de simples bruits, à des effets sonores électriques, à de longues pauses, à des insertions occasionnelles d'émissions radiophoniques même parlées, parce qu'il cherche à produire un effet désorganisateur sur l'auditeur,
dans le même sens que le dadaïsme, effet qui est supposé lui ouvrir des horizons insoupçonnés, au-delà du domaine de la musique, et même de l'art en général. Si l'on veut au contraire chercher comment se sont prolongées les positions de la musique danse, ce n'est plus vers la musique symphonique de concert qu'il faut se tourner, mais vers la musique moderne de danse et particulièrement vers le jazz. Et si l'on a pu définir avec raison l'époque actuelle non seulement comme celle de l'avènement des masses, de l'économie et de la toute-puissance technique, mais aussi comme celle du jazz, cela montre qu'il s'agit là des prolongements de la tendance dont nous avons parlé, qui ne concerne plus seulement le cercle étroit des spécialistes de la musique, mais influe sur la façon générale de sentir de nos contemporains. Le jazz, envisagé sous son aspect purement rythmique et syncopé, reflète la tendance dont nous avons parlé ci-dessus, notamment à propos du Stravinsky de la première époque. Le côté accessoire des chansonnettes mises à part, il s'agit également ici d'une musique physique, d'une musique qui ne se préoccupe guère de parler à l'âme, mais tend à exciter et à mouvoir directement le corps. Ceci dans un sens très différent de celui qui était propre aux précédentes musiques de danse européennes. Dans le jazz, en effet, la grâce, l'élan, le transport et même la sensualité pleine d'ardeur des autres danses, on peut penser aux valses viennoises et anglaises et au tango, sont remplacés par quelque chose de mécanique et de dissolvant, et en même temps d'extatique dans un sens primitif, qu'une répétition thématique obstinée rend presque paroxystique. Ce contenu élémentaire ne peut avoir échappé à quiconque s'est trouvé dans une grande salle de danse d'une métropole européenne ou américaine, parmi des centaines de couples qui se secouent au rythme syncopé les plus outrés de cette musique. Hier, ce pouvait être le charleston, au moment où nous écrivons, c'est le boogie-woogie et le rock'n'roll. La diffusion énorme et spontanée de jazz dans le monde moderne montre donc que des significations semblables à celles qui ont caractérisé la musique de concert physico-cérébrale, dans son effort pour dépasser les expressions musicales mélodramatiques et pathétiques de l'âme bourgeoise du XIXe siècle, ont en fait universellement pénétré les nouvelles générations. Et ce phénomène aussi présente une double face. Que ceux qui étaient fous de valse ou se délectaient au pathos faux et conventionnel du mélodrame se trouvent aujourd'hui à leur aise dans les rythmes convulsivo-mécaniques ou abstraits du jazz récent, du hot ou du cool jazz. C'est là un fait qui doit être considéré comme quelque chose de plus qu'une vogue aberrante et superficielle. Nous nous trouvons devant un changement brusque et pas seulement périphérique de la façon de sentir qui fait partie intégrante de l'ensemble des transformations caractéristiques de l'époque actuelle. Le jazz correspond indéniablement à l'un des aspects de cet affleurement de l'élémentaire dans le monde moderne, avec lequel se clôt dans la dissolution l'époque bourgeoise. Que la masse des jeunes gens et des jeunes filles qui aiment le jazz aujourd'hui et le dansent simplement pour se distraire ou s'amuser ne prennent pas conscience de ce qui se passe, cela n'a ici aucune importance. Le changement de mœurs, et s'il n'est pas compris dans toute sa portée, cela ne modifie en rien sa réalité, puisque son sens véritable et ses possibilités ne peuvent être saisies que du point de vue très spécial que nous avons adopté dans toutes nos analyses. On a rangé le jazz parmi les formes de compensation auxquelles l'homme aujourd'hui a fait appel parce que son existence est trop pratique, aride et mécanisée. Le jazz lui aurait fourni les contenus bruts d'un rythme et d'une vitalité élémentaire. Si cette idée contient quelque chose de juste, on ne peut tenir pour insignifiant que pour satisfaire ce besoin, l'occidental n'ait pas créé de formes originales ni utilisé les éléments d'un folklore musical européen, offrant, comme par exemple dans de nombreux de rythmes de l'Europe sud-orientale, roumain ou hongrois, des ensembles intéressants, riches non seulement de rythme, mais aussi d'un authentique dynamisme. Il est au contraire allé chercher les thèmes d'inspiration dans le patrimoine des races exotiques les plus basses, chez les nègres et les métis des zones tropicales et subtropicales. D'après l'un des principaux spécialistes de la musique afro-cubaine, F. Ortiz, les motifs principaux des danses modernes
aurait effectivement cette origine, même dans les cas où celle-ci se trouve dissimulée par le fait que l'Amérique latine a joué le rôle d'intermédiaire. On peut estimer que c'est le primitivisme vers lequel a régressé l'homme du type le plus récent, en l'espèce l'Américain du Nord, qui lui a fait choisir, assimiler et développer par affinité sélective une musique ayant une empreinte aussi primitive que la musique nègre, mais qui, à l'origine, était en outre associée à d'obscures formes d'extase. On sait en effet que la musique africaine dont attiraient les rythmes principaux des danses modernes fut une des principales techniques utilisées pour produire des formes d'ouverture extatique et de possession. Doer et Ortiz ont vu avec raison le trait distinctif de cette musique dans sa structure polymétrique élaborée de telle sorte que les accents statiques qui marquent le rythme correspondent constamment à des accents extatiques. Ainsi, les structures rythmiques particulières provoquent une tension destinée à alimenter une extase ininterrompue. C'est la même structure au fond qui s'est conservée dans toute la musique de jazz syncopée. Ce sont comme des syncopes tendant à libérer une autre énergie ou à engendrer un mouvement d'une autre sorte. Dans les rites africains, cette technique devait favoriser la possession des danseurs par certaines entités, les orishas des Yoruba ou les loas du vaudou de Haïti, qui se substituaient à leur personne et les chevauchaient. La potentialité extatique demeure dans le jazz. Mais il y a eu là aussi un processus de dissociation, un développement abstrait de formes rythmiques, détachées de l'ensemble auquel elles appartenaient à l'origine. Si, compte tenu de la désacralisation du milieu, de l'absence de tout cadre institutionnel ou de toute tradition rituelle correspondant, de l'absence de l'atmosphère adéquate et de l'orientation nécessaire, on ne peut penser à des effets spécifiques comparables à ceux de l'authentique musique évocatoire africaine, il subsiste toujours cependant l'effet d'une sorte de possession diffuse et informe, primitive, à caractère collectif, qui va au-delà de la façade inoffensive de la distraction et du divertissement. Cette possession reste toutefois liée dans le jazz, et c'est là son trait caractéristique, à quelque chose d'abstrait et de mécanique, on pourrait presque dire de minéral. L'ostracisme jeté par les orchestres de jazz sur les archers et la prédominance des instruments à vent, de la trompette et de la percussion sont significatifs à ce sujet. Ceci montre donc dans quelle ligne s'inscrit la compensation spécifique que trouvent l'homme et la femme ordinaires d'aujourd'hui dans la musique de danse, contrepartie populaire de l'acmé physico-intensif que la musique symphonique moderne avait atteint et non maintenu, quand il laisse agir sur eux les structures rythmiques du jazz et qu'ils se livrent avec enthousiasme aux danses qui leur correspondent. Que nous ayons mis tout ceci en relief n'implique nullement que nous nous associons de quelque façon que ce soit aux réactions moralisantes contre le modernisme dans ce domaine, malgré l'indubitable contamination qu'apporte en plus du reste l'élément nègre. Comme nous l'avons dit, nous ne considérerions pas comme une amélioration que l'ère du jazz fut remplacée par une nouvelle vogue des danses anciennes et de la musique à fond sentimentale et pathétique. Du reste, les variétés les plus éculées de ce genre, comme la musique légère et la chanson, sont encore largement représentées dans les couches bourgeoises, particulièrement en Italie, et souvent hybridement mêlées au jazz. Mais d'autre part, du point de vue spirituel, indépendamment du fait que le jazz même semble être entré dans une crise, dans la phase baroque et dissolutive, soit avec les acrobaties anarchiques des solistes, soit avec la tendance à l'abstraction du cool jazz ou du jazz de chambre, la voie est fermée, parce que, encore une fois, la transformation générale intervenue dans la façon de sentir est passive. Il serait certainement ridicule de se mettre à parler de la nouvelle musique syncopée comme d'une voie positive. Toutefois, on peut toujours considérer le problème général qui se pose à propos de tous les moyens comportant des vertus extatiques élémentaires et que, non pas la masse, mais un type d'homme différencié peut utiliser pour alimenter la forme particulière d'ivresse dont nous avons précédemment parlé et qui est le seul aliment qu'il puisse existentiellement tirer d'une époque de dissolution. Les processus actuels portent justement vers ces limites.
Et là où l'homme ordinaire cherche seulement à s'abandonner et à s'étourdir avec les contenus extatiques inconscients et diffus de certaines expériences, essentiellement vécues sous forme de sensations, un autre peut trouver dans ces mêmes situations un défi qui exige de lui la réponse juste, une réaction qui vient de l'être.